Chers astrolosophistes, bonjour et bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. Alors aujourd'hui, je vous propose une analyse exceptionnelle, c'est-à-dire unique, vous pourrez la réécouter tranquillement quand vous en aurez envie, sur les entrées de Saturne en Bélier, Jupiter en Cancer et Uranus en Gémeaux. Et je vais aussi parler de Pluton en Verseau puisque nous allons recevoir les énergies fulgurantes de ce petit trigone. Alors ça fait un petit moment que j'y travaille à cette chronique, mais je vous avoue que la densité de toutes ces informations à traiter en même temps m'a testé plus d'une fois. Alors je suis arrivée à quelque chose qui devrait pouvoir faire sens, donc on y va. Avant toute chose, programmons bien que ces planètes vont rétrograder et revenir dans les signes précédents à partir du 1er septembre, c'est-à-dire que Saturne va revenir en Poisson, Neptune va revenir en Poisson, Uranus va revenir en Taureau. Il s'agit donc d'une amorce, en quelque sorte, d'un premier pas. Nous allons découvrir la bande-annonce. Voilà. Alors nous commençons par l'entrée de Saturne en Bélier le 25 mai, qui va rapidement y retrouver Neptune. Elles vont respectivement rester dans ce signe jusqu'en 2028 pour Saturne et 2039 pour Neptune. La conjonction Saturne-Neptune a lieu tous les 36-37 ans, mais à 0 degré du Bélier, d'après mes petites recherches, je n'ai pas retrouvé cette position exacte dans le temps. J'ai bien trouvé celle de 1703, mais elle est à 11 degrés du Bélier, qui est l'année de l'édification de Saint-Pétersbourg en Russie. On verra un peu plus loin pourquoi je le mentionne. En revanche, j'ai quand même trouvé ce qu'il y avait de plus approchant, et cela m'a semblé assez significatif pour vous le partager et pour que nous y réfléchissions ensemble. Donc la dernière rencontre de ces deux puissances au tout début du Bélier remonte au printemps de l'année 594 avant JC. Et cette conjonction exacte a eu lieu à 2 degrés 36 du Bélier, donc assez proche du zéro. C'est important cette nuance parce que le 0 degré du Bélier, c'est-à-dire ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, est un des points les plus puissants du zodiaque. Il marque l'instant précis où le Soleil quitte les eaux de la fin du cycle Poisson pour renaître dans un feu tout neuf, le Bélier. Symboliquement, c'est l'alpha. C'est le point de commencement absolu, l'impulsion de vie primitive, le premier souffle. Le 0 degré du Bélier marque l'instant pur de la naissance de l'élan vital. C'est le moment où l'être jaillit de l'invisible, quittant la gestation pour entrer dans l'action concrète. C'est le moment où on sort du ventre de notre mère. C'est ça l'ascendant. Cet élan surgit avec une innocence brute, une urgence absolue d'exister, comme un premier souffle irrépressible. À ce degré précis, l'énergie est pure et indifférenciée. Elle n'a pas encore de forme définie, mais elle porte en elle une force irrésistible de conquête, d'affirmation et de volonté de vivre. Il y a ici une coupure radicale avec le passé. Le 0 degré du Bélier n'appartient pas à la mémoire, il est jaillissement, il est instantanéité et il ne transporte aucun bagage. Cette dynamique s'apparente au principe de la guerrière ou du guerrier sacré, cette impulsion du personnage mythologique qui part sans connaître sa destination et qui est mu uniquement par une nécessité intérieure de devenir lui-même. Sur le plan astrologique mondial, ce point correspond au point vernal, début de l'année astrologique et symbole du renouveau. C'est l'équinoxe de printemps, au moment d'équilibre parfait entre la nuit et le jour, juste avant que la lumière ne prenne son ascendant et que la nature ne s'éveille en une explosion de vie. Ce 0 degré du Bélier est donc activé par Neptune et Saturne et sera au mi-point entre Pluton en Verseau et Uranus en Gémeaux. Il est là le petit trigone, et c'est Neptune conjoint à Saturne qui sera en apex de ce petit trigone. Alors, revenons à la conjonction Saturne-Neptune en Bélier.
est celle que j'ai retrouvée en 594 avant JC. Que s'est-il passé cette année-là de significatif pour nous finalement? Quelles énergies avons-nous exploitées de cette conjonction cette année-là? Alors je vous avoue que mes cours de philo remontant assez loin, j'ai regardé en ligne, repéré 2-3 éléments qui semblent assez évidents. On a le déclin de l'Empire assyrien, l'émergence de nouvelles capitales, et on va voir que c'est important car c'est assez systématique avec la conjonction Saturne-Neptune. Et puis je vois réforme politique importante en Grèce. Je lis l'article et découvre qu'un dénommé Solon, S-O-L-O-N, je me souvenais de Périclès, bien sûr, mais visiblement Périclès, c'était un peu après. Donc Solon, c'est un personnage historique majeur de la Grèce antique, un aristocrate, poète, et surtout un législateur et réformateur d'Athènes, qui est considéré comme l'un des pères fondateurs de la démocratie athénienne. Même si, à cette époque, Athènes n'est pas encore une démocratie au sens plein. Donc cette année-là, dans un contexte de forte tension sociale, une société athénienne fracturée entre riches propriétaires terriens et une majorité de citoyens écrasés par des dettes. Ça vous rappelle quelque chose, ça? Donc, Solon est nommé magistrat suprême avec des pouvoirs exceptionnels pour rétablir l'équilibre dans la cité. Et à partir de 594, donc pour nous, en tant qu'astrologues, ça tombe l'année où Neptune et Saturne sont conjoints au tout début du Bélier. Ces réformes-là vont donc fonder l'histoire politique de l'humanité, rien que ça. Et ça fait 2619 ans que nous fonctionnons sur ces réformes. C'est tout à fait incroyable. Alors Solon, je n'ai pas retrouvé sa date de naissance, mais il est dit qu'il est né en 638, enfin, avant JC. Alors, lorsqu'il commence ses réformes, la conjonction Saturne-Neptune en Bélier est opposée à son Saturne à lui qui est exalté en Balance, qu'il a au natal. C'est vraiment un excellent exemple de ce que l'on peut faire lors d'une opposition Saturne à notre Saturne natal, de mettre en œuvre son potentiel. En tout cas, ces réformes introduisent l'idée que le pouvoir ne doit plus seulement appartenir à une élite de naissance, mais qu'il doit être élargi à une partie plus importante de la population. Tous les citoyens masculins libres, selon leur richesse, obtiennent un accès à la participation politique. C'était donc un premier pas vers une forme primitive. Alors, je dis primitive littéralement, il n'y avait absolument rien de primitif chez les Grecs. En l'occurrence, il semble qu'humainement, on soit sur la pente descendante depuis. Bref, c'est un premier pas vers la démocratie, en tout cas de citoyenneté active. De nombreuses dettes sont annulées et libèrent ainsi des citoyens qui étaient réduits à l'esclavage pour ces mêmes dettes. Aujourd'hui, ça s'appelle des crédits, mais en fait, c'est vraiment la même chose. Alors ça change la dynamique économique et sociale de la cité, et surtout, cela empêche l'effondrement d'Athènes, carrément. Des tribunaux populaires où chaque citoyen peut faire appel à une décision énique, une innovation majeure pour l'époque qui pose les bases de l'idée de droit universel. On a un modèle athénien issu de cette évolution qui a profondément influencé la pensée occidentale. Concepts comme la citoyenneté, le droit au débat, la responsabilité publique, la possibilité pour chacun de participer à la vie politique viennent en droite ligne de cette expérience initiée par Solon. Même les révolutions modernes, américaines, françaises, vont aller puiser dans cet héritage. Les réformes de Solon n'ont pas juste changé Athènes, elles ont amorcé l'idée que les peuples peuvent gouverner eux-mêmes. Une idée qui, malgré ses limites initiales, notamment, et c'est pas la moindre limite, l'exclusion des femmes et l'exclusion des esclaves, évidemment. Donc cette idée deviendra un moteur de transformation pour toute l'histoire politique du monde. Et nous voilà aujourd'hui à l'anniversaire de cette conjonction astrologique, pas à 2 degrés, pas à 1 degré, mais à 0 degré. Le 0 degré du Bélier qui est le battement de cœur originel, le moment où la vie prend risque d'elle-même, où l'individu comme l'univers dit pour la première fois « Je suis ». Avec un distinguo d'importance quand même. Ce n'est ni dans l'ego, ni dans l'impermanence du Bélier, parce que avec Saturne,
Il s'agit d'entreprendre, de travailler pour une édification qui dure et avec Neptune, pour un idéal qui nous concerne toutes et tous. C'est la quintessence du potentiel, le commencement d'une nouvelle ère, un nouvel épisode de notre humanité. Alors, les 3 dernières conjonctions, Saturne-Neptune, dessinent un triptyque symbolique saisissant autour de la Russie. Comme si ces moments d'alignement entre la structure Saturne et le rêve de la dissolution Neptune fonctionnaient comme des portails d'effondrement, de métamorphose ou de perte de contrôle sur la forme politique du pouvoir. À chaque fois, on trouve une forme d'ordre idéologique centralisé, hiérarchique, qui se dissout ou se transforme brutalement, non sans souffrance, au profit d'une reconfiguration historique profonde. Alors, en 1917, la conjonction se produit au cœur de la tourmente de la Première Guerre mondiale et coïncide avec la Révolution russe. Le tsarisme s'effondre, le pouvoir impérial, forme archétypale saturnienne s'il en est englouti par un idéal collectif et utopique, marxiste, porté par Neptune. C'est l'incarnation parfaite de cette conjonction en Lion, la fin d'un pouvoir sacré, d'un souverain de droit divin, englouti dans l'utopie égalitaire. Neptune dissout la structure impériale, Saturne cherche à restructurer cette dissolution en un état idéologique rigide. L'URSS naît littéralement de cette tension entre la matière et le rêve, le réel et le mythe, et la rigueur et l'absolu. En 1953, Saturne et Neptune se rejoignent en Balance, signe des équilibres, des alliances et des compromis. Cette année-là, Staline meurt, le sommet d'un pouvoir paranoïaque et glacé qui s'effondre de manière presque invisible, sans révolution apparente, mais avec des conséquences immenses. Le système de terreur se délite, ce n'est pas une rupture spectaculaire, mais une dissolution progressive de l'emprise absolue, dans un climat d'ambiguïté morale, de rééquilibrage, de flottement idéologique. Enfin, c'est la fin d'un cauchemar collectif sans que le rêve n'ait encore changé finalement. Saturne, en Balance, tente de restaurer l'ordre, et Neptune noie les certitudes dans la honte, la dissimulation, la répression molle. Le mythe révolutionnaire est désormais fossilisé, vidé de son énergie. À noter que, et cela a son importance, que Poutine est né en 52 et qu'il a cette conjonction dans son thème, conjonction qui, si je m'en souviens bien, est conjointe à son ascendant, en 12. Enfin, en 1989, la conjonction Saturne-Neptune a lieu en Capricorne. Signe du pouvoir, des structures étatiques, des ambitions collectives, et c'est la chute du mur de Berlin et du démantèlement progressif du bloc soviétique. C'est l'effondrement d'un système politico-idéologique tout entier. Saturne ici ne tient plus les murs, Neptune les ronge de l'intérieur. Ce n'est plus l'utopie révolutionnaire qui dissout l'ordre ancien, mais la vacuité, le désenchantement, la perte de sens qui dissolvent l'appareil soviétique lui-même. Le rêve communiste est usé, vidé, et ce sont les fondations matérielles de l'URSS qui se fissurent. C'est une implosion, une capitulation ontologique du réel soviétique. Ces 3 conjonctions forment ainsi un cycle narratif. En 17, Neptune impose un rêve totalitaire à la structure. En 53, il commence à le dissoudre dans l'ambiguïté morale. En 89, il le vide complètement de sa substance. À chaque fois, Saturne tente de maintenir ou de reconstruire un ordre. Mais Neptune, en tant que force d'idéal ou de désintégration, l'engloutit. Pour la Russie, ces conjonctions marquent les nœuds d'un destin collectif, on va dire hanté par le mythe, le contrôle et la désillusion. Comme si toute tentative de figer l'idéal dans la pierre finissait inéluctablement par une ruine. Alors, je ne reviendrai pas sur ces exemples qui me semblent précisément illustrer ce qui nous est proposé comme énergie en tant que collectif et en tant qu'individu aussi. Alors attention, dans les exemples que je vous ai donnés, cette conjonction Saturne-Neptune a eu lieu en Lion, en Balance et en Capricorne. Dans le signe du Bélier, c'est évidemment une autre dynamique qui se présente là.
Alors lorsque Saturne entre dans le champ du Bélier, l'énergie brute et impulsive du signe se confronte aux forces de structure, de responsabilité et de rigueur. Le Bélier, naturellement tourné vers l'initiative, l'action rapide et le dépassement de soi, est alors invité à canaliser son feu intérieur dans des cadres solides et durables. Dans les domaines de carrière et projets entrepreneuriaux, Saturne va imposer des tests d'endurance. Il ne s'agit plus seulement de lancer, mais de tenir dans la durée, de construire des entreprises ou des positions de leadership sur des fondations réelles en assumant pleinement les risques pris, en assumant toutes les responsabilités de ces risques. Avec Saturne, on est toujours dans la maturité, dans la symbolique de l'adulte, du référent, de l'élément sur lequel on peut compter. L'entraînement devient plus méthodique, le dépassement de soi ne passe plus par la simple impulsion, mais par la discipline, la stratégie et la gestion intelligente de cette énergie. Saturne impose donc une maturité nouvelle. Les batailles ne sont plus menées sur des coups de tête, mais avec endurance, stratégie et engagement sur plusieurs années. Alors si vous avez une conjonction Saturne-Neptune dans votre thème, c'est-à-dire si vous êtes né en 52, en 53 ou en 89, ou que vous ayez une planète ou l'ascendant ou le milieu du ciel entre 0 et 3 degrés du Bélier, ou d'un signe cardinal d'ailleurs, Cancer, Balance, Capricorne, eh bien il est fort probable que vous soyez extrêmement sensible à l'actualité astrologique et que dans les 3 prochaines années, vous soyez invité à vivre une situation de leadership. C'est également le cas pour celles et ceux nés entre avril 1996 et juin 1998 qui ont Saturne en Bélier et qui vont donc vivre un premier retour assez exceptionnel. La conjonction Saturne-Neptune sera quasi exacte du 13 au 16 juillet à une dizaine de minutes d'écart en fait. Et la conjonction exacte en revanche, elle aura lieu le 20 février 2026. Alors maintenant on ajoute à cet événement l'entrée de Jupiter en Cancer le 10 juin, donc quelques semaines plus tard. On reste donc dans le carré que forme Jupiter à Saturne depuis août 2024, entre les Gémeaux et les Poissons. C'est pas prendre à la légère non plus, mais c'est très intéressant parce que Saturne en Bélier, c'est un indice d'indépendance assez farouche, moins avec Neptune. Mais restons concentrés sur ce point pour le moment. Jupiter en Cancer y est exalté. Il y est donc très bien. On va voir pourquoi avec une petite aparté mythologique. Le père de Jupiter, Chronos, qui est donc Saturne, est le plus jeune des titans et il détrône son propre père, Ouranos, à la demande de sa mère Gaïa. Avant de tomber, Ouranos lui prédit à Chronos, à Saturne, qu'il sera lui aussi détrôné par l'un de ses propres enfants. Devenu souverain, Chronos décide alors d'avaler chacun de ses enfants à leur naissance pour éviter que cette prophétie ne se réalise. Mais sa femme Rhea, lasse de voir tous ses enfants engloutis, sauve le 6e, le petit dernier, Jupiter, en remplaçant le nourrisson par une pierre emmaillotée. Jupiter ne connaîtra jamais le manque. Il grandit à l'abri dans la grotte de sa grand-mère Gaïa, entouré par de la tendresse de sa mère Rhea, par la bienveillance de ses précepteurs et des nymphes, et il y a de l'abondance en tout et partout. À la différence de ses sœurs et frères, il ne sait donc pas ce qu'est la limite. Jupiter Zeus doit absolument tout au féminin sacré. Il est donc en exaltation dans le signe du Cancer. Ici, la planète de croissance, de confiance et de développement se tourne vers les valeurs du foyer, de la protection, de la mémoire familiale, de la sécurité affective et du collectif intime. Jupiter en Cancer agrandit l'espace du lien nourricier. On cherche à s'entourer, à construire des bases solides, à faire grandir quelque chose à l'intérieur. Alors ça peut être un projet, une famille ou une cause protectrice. En tout cas, c'est l'élan de l'abondance maternelle, du clan, l'élan de l'appartenance. Ça ne parle pas beaucoup à un Saturne en Bélier.
La volonté d'agir seul se heurte à la nécessité de prendre soin ou d'intégrer une dimension collective, affective ou protectrice. On peut être partagé entre l'appel de l'indépendance radicale et la responsabilité envers un groupe, une famille ou une mémoire. Sur le plan personnel, ce carré active les conflits entre une ambition personnelle et nos besoins émotionnels. On peut vouloir s'émanciper tout en étant tenu par des devoirs familiaux, affectifs ou une loyauté invisible. Alors, la signature assez commune dans ce genre d'énergie, c'est de vouloir se lancer dans un projet, le faire seul, mais on peut se sentir obligé de rester pour s'occuper de quelqu'un qui est souffrant ou qui est vulnérable ou qui est malade. Un autre exemple peut être des projets qui se trouvent freinés par des considérations de protection ou de prudence. Une entreprise peut se développer vite, mais doit respecter des normes strictes, alors sécurité, éthique, protection des données, etc., qui ralentissent l'élan. Psychologiquement, on peut être tiraillé entre se construire comme individu autonome et honorer ses racines, son héritage ou ses besoins de sécurité émotionnelle. Il y a un risque de refoulement de la tendresse ou de la vulnérabilité au nom de l'efficacité ou de l'austérité. Ou alors à l'inverse, on peut fuir dans le cocon émotionnel qui empêche de se confronter au monde extérieur. Collectivement, ce carré peut symboliser une tension entre les forces individualistes ou nationalistes et les politiques de solidarité ou d'accueil. Je pense qu'on va encore entendre parler de pays qui veulent fermer leurs frontières et garder leur autonomie, mais être confrontés à des afflux migratoires, forcément, comme il y a toutes ces guerres, les gens se déplacent, et donc ça appelle une réponse humanitaire et protectrice. Nous pouvons changer plusieurs fois de plan ou de projet, voire même d'idéal à cette époque. Notre progression, notre voie vers le sommet devient tortueuse et changeante. Les possibilités de réussite en sont évidemment affectées. Les autres peuvent trouver à tort ou à raison que nous manquons de franchise, de résolution ou simplement d'esprit de suite. Notre persévérance est ici affectée car nous ne sommes pas encore tout à fait sûrs de notre idéal définitif en fait. On peut se retrouver très fatigué ou pessimiste, croire que les obstacles sont impossibles à surmonter ou contourner. On peut, il est vrai, manquer de réalisme aussi, manquer de considération pour la chose concrète et terrestre. Si on a un métier où l'on doit guider les autres vers un sommet, soit matériellement ou spirituellement, ou édifier quelque chose en direction du haut, comme dans le domaine de l'architecture, également toutes les fonctions au service de l'État, la magistrature, les procédures pénales et autres commissions d'enquête, l'économie, la gestion et l'enseignement, qui sont déjà des domaines très sollicités par ce carré qui dure et qui parle aussi des enfants avec Jupiter. Ou alors que nous soyons nous-mêmes dans une procédure de divorce et que la garde de nos enfants devient un enjeu extrêmement compliqué à vivre, car nous pouvons nous en être éloignés, ou que des enfants dénoncent des abus, des violences, des secrets terribles. Les enfants, de toute façon, sont la population mondiale qui va changer notre monde. Pluton en Verseau, c'est la signature primordiale de ce genre de choses. Ça, c'est d'abord Pluton en Verseau, vraiment. Le fait que Jupiter soit également en carré à Neptune en Bélier ajoute un éloignement de la légalité dont on peut souffrir. Il ajoute aussi un éloignement d'une foi dont on se détourne. En tout cas, le plan familial peut être très chaotique à ce moment-là. On peut aussi se méfier de la politique extrémiste. Les attentats, les trahisons ne sont pas impossibles si l'on ne surveille pas avec soin notre penchant pour l'idéologie, les chimères. Nous pouvons nous retrouver éclaboussés par des scandales assez rapidement dans ce domaine-là. Le carré est une pédagogie du conflit. Nous allons devoir apprendre à structurer l'élan, c'est-à-dire canaliser notre volonté sans couper les ponts avec la dimension humaine, protectrice et nourricière. Nous allons devoir assumer nos responsabilités sans renier nos émotions. Devenir adulte, ce n'est pas fuir sa sensibilité, mais savoir l'organiser dans le réel. Nous allons devoir apprendre aussi à ne pas opposer initiative personnelle et solidarité, mais chercher une voie pour que l'un alimente l'autre. Par exemple,
un projet entrepreneurial à vocation sociale ou un engagement personnel qui redonne une base solide à la communauté. Enfin, comprendre que l'autorité véritable ne s'exerce pas contre les émotions, mais à partir d'un enracinement dans la bienveillance, la loyauté et la mémoire. Ce carré nous pousse donc à apprendre à agir avec notre cœur, à bâtir une autonomie émotionnellement consciente et à ne pas rejeter nos liens sous prétexte de liberté. Une belle tension créative, exigeante, mais riche en maturité si elle est vécue en conscience. À un niveau individuel, Jupiter en Cancer invite chacune à se reconnecter à ses émotions profondes, à soigner ses blessures passées, à renforcer ses liens familiaux et intimes. Le domaine de la thérapie émotionnelle, du développement personnel axé sur l'enfant intérieur, de l'écriture autobiographique, et ça, l'écriture autobiographique, ça va être souligné aussi avec l'entrée d'Uranus en Gémeaux, ou encore du travail sur la mémoire ancestrale prennent une importance particulière. La maison devient un sanctuaire essentiel aussi. Les gens investissent plus dans leur intérieur, recherchent un mode de vie plus doux, plus protecteur et se rapprochent des éléments naturels, notamment de l'eau, pour se régénérer. Les lieux chers au Cancer en fait, des maisons anciennes au bord de l'eau, des refuges, des hôpitaux, des musées, peuvent devenir des espaces de ressourcement collectif et personnel. Sous Jupiter en Cancer, l'élan d'expansion n'est pas orienté vers l'extérieur, mais vers le dedans, vers la création de havres de paix, de transmission et de guérison. En fait, c'est un temps pour grandir par l'attachement, par le besoin des racines, par l'approfondissement des liens invisibles qui soutiennent toute existence humaine. Alors les Cancers, les Béliers, mais aussi les Balances et les Capricornes du tout premier décan, sont évidemment sollicités par ces aspects. Si vous avez l'ascendant, le milieu du ciel, l'axe des nœuds lunaires au tout début d'un signe cardinal, ça sera la même chose. Et nous voici à présent avec l'entrée d'Uranus en Gémeaux le 8 juillet. La sortie d'Uranus du Taureau pour entrer en Gémeaux marque un tournant majeur dans l'évolution collective, symbolisant le passage d'une révolution dans le monde matériel à une effervescence mentale et relationnelle. Uranus, planète du bouleversement, de l'innovation et de l'éveil, a passé environ 7 ans en Taureau, de 2018 à 2026, puisqu'il va rétrograder en Taureau cet automne. C'est un signe de terre fixe, lent, ancré, résistant au changement. Durant ce transit, il a secoué les fondements de notre sécurité matérielle. Ça peut passer par des bouleversements économiques, inflation, pénurie, crypto-monnaie, etc. Transformation dans l'agriculture, technologisation, urgence climatique, remise en question de nos valeurs concrètes, rapport à la possession, à l'argent et au corps. Le choc d'Uranus dans ce signe a consisté à déstabiliser ce qui semblait immuable, à nous forcer à innover là où nous étions enracinés, cultiver autrement, consommer autrement, penser autrement la valeur de ce que nous possédons. Avec l'entrée d'Uranus en Gémeaux à partir du 8 juillet, il retourne en Taureau le 9 novembre jusqu'en avril 2026, l'énergie du changement se déplace sur un tout autre plan, celui de l'information, de la communication, du langage, des systèmes de pensée et des réseaux. C'est un signe d'air mutable gouverné par Mercure. Les Gémeaux représentent l'échange, la mobilité, la curiosité, la fragmentation et la vitesse mentale. Alors Uranus va ici stimuler une révolution cognitive, éducative, médiatique et technologique. Attendons-nous à une explosion de nouvelles interfaces de communication par l'IA générative évidemment, les langues hybrides, voire même la télépathie numérique. Une transformation profonde des structures scolaires et éducatives et une fragmentation des récits collectifs. Pendant longtemps, nos sociétés ont été structurées autour de quelques récits dominants, le religieux, le politique, l'économique, le scientifique. Eh bien, ces récits servaient de socle commun pendant très longtemps et nous ont donné une direction. Et
on construit un sentiment d'appartenance. Mais avec l'essor d'Internet, des réseaux sociaux, de la mondialisation, de la critique des institutions et des mutations technologiques comme l'IA, bien ces récits se fragmentent. Chacun peut désormais construire ou suivre sa propre version du monde avec ses propres sources, ses propres références et ses propres vérités. Ce transit annonce donc l'essor de nouvelles manières de penser, plus rapides, plus fragmentées, plus instables aussi. Les idées circuleront à une vitesse sans précédent, créant autant d'ouverture que de confusion. Les impacts seront visibles dans les médias. Les réseaux sociaux classiques tels que nous les connaissons depuis 20 ans vont être complètement bousculés. Les transports, l'éducation, les langues, les sciences cognitives et même dans la manière dont les sociétés fonctionnent sur le plan narratif et idéologique. Les secteurs comme l'apprentissage automatisé, la neurotechnologie ou les technologies de communication quantique pourraient connaître une avancée fulgurante à partir du moment où Uranus va rentrer en Gémeaux. Alors politiquement, c'est l'arrivée de nouveaux groupes, de nouvelles idées. Il faudra aussi faire face à des défis, surcharge informationnelle, manipulation mentale, éclatement des consensus, trouble de l'attention généralisée. Je rappelle aussi, on en a parlé l'année dernière et puis à nouveau au mois de septembre, mais je rappelle que le dernier transit dans les derniers degrés en Taureau et en début Gémeaux d'Uranus correspondent à 1939 et 41. Que, contre toute attente, nous ne sommes visiblement pas plus intelligents qu'à cette époque, aussi nous serions bien avisés de profiter de Jupiter en Cancer pour interroger nos grands-parents, nos parents sur les horreurs auxquelles ils ont survécu ou pas, ou de compulser des articles, visionner des images. Les guerres sont toujours organisées par des débiles qui n'y vont pas et rendent complètement fous sur plusieurs générations. Il suffit d'ailleurs de regarder autour de nous puisque, visiblement, c'est un sport qui rameute encore régulièrement des adhérents. Enfin, si la guerre améliorait quoi que ce soit, ça se saurait depuis très longtemps. Le nouveau danger d'aujourd'hui, c'est l'accès à toutes nos données personnelles. C'est ça la différence entre les années 40 et les années 2025. Le principal enseignement de ce passage d'Uranus en Taureau, c'est que la vraie liberté ne vient plus de la terre que l'on possède, mais de la fluidité avec laquelle on pense, avec laquelle on apprend, on échange, on s'adapte aux nouvelles logiques mentales. Après avoir secoué la matière, Uranus va électrifier les mots, les idées, les liens. Ce sera un âge où savoir penser librement, parler avec justesse, apprendre avec souplesse sera la plus grande forme d'intelligence. Il y a aussi d'autres éléments Gémeaux qui vont prendre un coup de foudre. Ça peut être nos relations avec nos frères, avec nos sœurs qui peuvent se retrouver complètement bouleversées ou changées ou reprises. Même chose avec des voisins ou nos proches. On peut se mettre à écrire des romans, des essais, on peut écrire son autobiographie, on peut s'intéresser à l'imprimerie, aux publications, aux blogs, aux journaux, aux médias, se lancer dans le monde de la librairie et pourquoi pas en ouvrir une carrément, ou créer une école, une université, un espace de coworking où les gens se rencontrent et discutent et échangent. Un petit commerce aussi, où on échange culturellement, artistiquement. On peut aussi ouvrir sa propre radio, créer des podcasts ou une émission télévisuelle. On peut devoir beaucoup se déplacer. Alors ça peut être pour le sport, comme la course à pied ou faire du vélo, beaucoup. Tout ça, il faut comprendre que c'est multiplié, c'est pour ça que j'insiste. Mais aussi, on peut voyager pour un nouveau travail ou parce que nous habitons loin du lieu de nos nouvelles fonctions et devoir prendre souvent le train ou la voiture pour nous y rendre. Nous pouvons nous découvrir une passion pour la chose manuelle, comme le dessin, la peinture, la sculpture, la musique, la couture, le modélisme, la lithographie, l'artisanat sous toutes ses formes et où en faire le commerce. Alors, maintenant, le petit trigone formé entre Neptune en Bélier, Pluton en Verseau et Uranus en Gémeaux, à partir de juillet, c'est une configuration d'une grande intensité et qui est porteuse de bouleversements et d'évolution. Ce petit trigone sera exact en août 2025, en juillet
2026 et à nouveau en juin 2027. Alors, ce petit trigone dessine une figure céleste rare et puissante, porteuse de transformations profondes de la conscience collective. À travers cette configuration, 3 forces planétaires d'évolution et de rupture entrent en résonance. Pluton incarne la refonte des structures de pouvoir au sein des collectivités. Uranus symbolise la fulgurance des idées et la disruption cognitive, tandis que Neptune, au sommet en apex de ce trigone, canalise leur tension vers un idéal enflammé. Bon, souvent romantique, mais porteur d'élan mystique ou de visions nouvelles. Le trigone Pluton-Uranus insuffle une dynamique d'innovation radicale, tandis que les sextiles vers Neptune ouvrent la voie à une synthèse spirituelle ou idéologique ou artistique. En tout cas, ce petit trigone agit comme un catalyseur d'éveil, mais aussi il peut se transformer en piège un peu subtil où l'illusion peut se faire passer pour de la révélation. Donc c'est à nous de rester vigilantes, bien sûr. Sur le plan des domaines touchés, les impacts vont être multiples. Dans la sphère technologique, Uranus en Gémeaux stimule une révolution dans les systèmes de communication, donc l'IA et les langages numériques. Combiné à Pluton en Verseau, ça interroge le contrôle des données. La souveraineté numérique, la nature même de l'humanité à l'ère des machines. Neptune en Bélier colore ces innovations d'un feu idéaliste. L'IA peut devenir prophète, thérapeute ou sauveur, ou gourou trompeur. Dans l'éducation, cette configuration encourage en une pensée éclatée, fluide, interactive. Les institutions se décomposent sous l'effet de Pluton, tandis que les nouvelles pédagogies se veulent inclusives, neuronales, mais parfois déracinées de tout socle éthique. Donc il faudra vraiment y faire attention. Alors, politiquement, ce trigone nourrit des révoltes fluides, un peu insaisissables, en tout cas tout à fait décentralisées, hyper connectées, avec Uranus, galvanisé par des idéaux aussi lumineux que peut-être dangereux. En tout cas, des mouvements horizontaux, porteurs d'utopies concrètes, peuvent émerger de tout cela, avec une écologie radicale assistée par l'IA, communauté autogérée, spiritualité sans dogme, mais à l'inverse, ce même aspect peut favoriser la manipulation psychologique à grande échelle. Donc, on peut aussi prendre en conscience qu'il y aura une confusion mentale et que l'émergence de techno-idéologie ou de croyances collectives ou d'imaginaire prennent le pas sur la raison. Les conséquences plutôt positives résident dans l'alliance entre innovation, éthique et inspiration. Ce trigone favorise l'éclosion d'arts visionnaires, de projets collectifs audacieux, de nouveaux langages capables de relier au lieu de diviser. Ça, c'est formidable. Il permet aussi d'unifier la science et la poésie, la machine et l'âme, la logique et la foi, mais aussi être consubstantiel à des dérives qui peuvent s'avérer assez redoutables, comme la perte de repères cognitifs. Il peut y avoir du fanatisme messianique, une déréalisation du réel au profit de récits séduisants. On voit un peu à quoi ça ressemble. Il y a là un risque de fragmentation mentale où chacun vit dans sa bulle algorithmique, convaincu de détenir la vérité absolue. Je pense que le danger majeur sera d'innover sans conscience, de croire sans discerner, de rêver sans construire. En fait, ce trigone en apparence fluide exige en réalité une maturité profonde. Il appelle à incarner nos idéaux dans des formes responsables, à canaliser la puissance de transformation sans céder à l'hubris, ni à l'aveuglement. L'enseignement fondamental de cette figure réside dans la nécessité d'une conscience intégrative. Il ne s'agit pas de refuser l'élan visionnaire de Neptune, ni la fulgurance d'Uranus ou la puissance de mutation de Pluton. De toute façon, je ne crois pas qu'on ait le choix. C'est vraiment une invitation qu'on ne peut pas refuser. Mais du coup, l'idée, ça serait de les harmoniser dans un projet lucide, humain, incarné.
Ce petit trigone est un seuil, il ouvre une porte sur un monde nouveau, mais il nous demande de choisir comment nous y entrerons, en architectes éclairés ou en somnambules enthousiastes. À noter que c'est Mercure qui maîtrisera Uranus en Gémeaux pendant les 7 prochaines années, et donc que ces périodes rétrogrades trisannuelles vont évidemment impacter Uranus en Gémeaux. Mais on aura vraiment l'occasion d'y revenir. Et c'est d'ailleurs Mars aussi qui maîtrisera Neptune en Bélier et Saturne en Bélier. Donc, restons attentifs à leurs mouvements sur notre thème, pour savoir comment jongler avec toutes ces belles énergies. Alors, quels signes vont être les plus sensibles à l'arrivée d'Uranus en Gémeaux? Eh bien, les signes mutables du premier décan. En conjonction, les Gémeaux du premier décan, c'est-à-dire nés entre 21 et 31 mai. En carré pour les Vierges du premier décan du 23 août au 2 septembre. Pour les Sagittaires du premier décan, il s'agira d'une opposition à Uranus, donc du 22 novembre, né le 22 novembre au 1er décembre. Et puis en carré pour les Poissons nés du 19 février au 28 ou 29 février, donc les Poissons du premier décan. Les personnes les plus sensibles à Pluton en Verseau, ce sont les premiers décans des signes fixes. Le Taureau né du 20 avril au 30 avril, lui prend le carré à Pluton. Les Lions du premier décan qui sont nés du 23 juillet au 2 août sont en opposition à ce Pluton en Verseau. Les Scorpions du premier décan nés du 23 octobre au 2 novembre sont en carré de ce Pluton en Verseau. Et les Verseaux du premier décan qui sont nés entre le 20 janvier et le 29 janvier auront leur soleil conjoint à Pluton en Verseau. Et évidemment, si vous avez l'ascendant ou le milieu du ciel ou l'axe des nœuds lunaires entre 0 et 5 degrés de ces signes-là. Pour l'entrée de Jupiter en Cancer, les signes les plus concernés sont évidemment le Cancer, tout le Cancer, puisque Jupiter en Cancer va aller assez rapidement, il va monter jusqu'à 25 degrés. Donc tout le signe du Cancer qu'il aura en conjonction sur son soleil, c'est plutôt pas mal. Les Balances l'auront en carré, les Capricornes en opposition et les Béliers auront Jupiter en carré. Alors les Béliers, ils ont Jupiter en carré et de leur soleil, ils ont aussi Saturne et Neptune dessus, ce qui fait quand même beaucoup, pour le premier décan du Bélier en tout cas. Alors et puis évidemment, si vous avez l'ascendant, le milieu du ciel ou l'axe des nœuds lunaires, entre 0 et 25 degrés de ces signes. De toute façon, nous allons toutes et tous être conviés à des changements sans doute très profonds. Accompagnons ces énergies tranquillement, sans nous précipiter, en étant au plus près de notre propre rythme, de notre propre souffle, et adaptons-nous. Voilà, chers astrolosophistes, n'hésitez pas à partager vos réflexions. Nous pouvons en discuter dans les commentaires et si vous avez déjà des idées de comment vous voulez vivre ces énergies, elles sont les bienvenues. Je vous retrouve dans quelques jours pour la chronique de la nouvelle lune en Gémeaux. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur Astrolosophie.